Vous écoutez Arte Radio. J'enquête sur l'origine de ma violence. Je remonte le fil et je questionne ma mère dans le cadre d'une médiation. J'apprends que mon grand-père était violent avec sa femme et ses enfants. J'apprends aussi que mon grand-père faisait partie de la résistance algérienne en France avant la guerre d'indépendance. Est-ce que la guerre aurait un lien avec sa violence à la maison ? Je continue de chercher. Ramener la guerre à la maison. Une série d'Anaïs Terrasse, réalisée par Samuel Hirsch. Épisode 2. Ma tante Rania me parle d'un père tendre et d'une mère terrifiante. Elle me frappait, elle était pas sympa. Elle pouvait me frapper, ouais. Et puis, bien entendu, quand mon père arrivait et me mettait sur ses genoux, j'avais une autre relation. Donc c'est vrai que mon père représente énormément pour moi. Je m'attendais pas à ça. Un vécu à l'opposé de celui de ma mère. Alors j'ai enchaîné les visites, toujours à la recherche de réponses. Mais j'ai trouvé encore plus de questions. Ma tante Naëla. Salut. J'enlève mes chaussures ? Non. Ah bon ? Pourtant chez toi on n'enlève pas les chaussures. Non, faut changer, tu sais. Et ouais, Ouais, avec le chien. Exactement. Il jouait avec nous, il nous prenait dans ses bras, on sautait sur le lit et on jouait avec lui. J'avais un tel confort quand il y avait mon père, c'est impressionnant. Nassima. Pas de soucis, pas de problème, pas de chagrin, rien du tout. Mon père était là. Il assurait. Un papa évidemment aimant, quand même autoritaire, Sonia. dans l'intérêt de ses enfants quelque part. Je me souviens avoir été Sana. souvent sur ses genoux. Un papa proche de ses enfants. C'est trop bizarre. Je peux accepter que mon grand-père ait des nuances, ou qu'il y ait des vécus différents selon les âges. Mais je pense que je fais aussi face à un peu de déni. Et ça, Suzy Goodleaf, la psychologue autochtone, m'avait prévenu. Le déni fait partie du traumatisme. Parce qu'il permet, justement, de se protéger de la douleur. The first defense against trauma is denial. It's so powerful, this desire to protect ourselves. La seule personne qui a des souvenirs de violence conjugale, c'est mon oncle, Adib. 3e enfant après ma mère. Aujourd'hui, le seul garçon de la famille. Quand mon père buvait et quand il était souhait qu'il revenait du travail, il pouvait être violent. Souvent, il allait embêter ma mère, la frapper même si elle répondait. Alors, violence à l'égard de ma mère, moi, j'ai pas de souvenir de violence à notre égard directement. Ou bien peut-être je l'ai évacué, je m'en souviens plus. Voilà, je me suis déjà vu quelquefois la défendre avec les armes que j'avais. Du genre, j'épluchais une orange, je me souviens une fois, il a commencé à être agressif et à courir après ma mère. Et je lui avais jeté ma pelure d'orange sur lui pour qu'il arrête ou bien pour... j'avais manifesté mon désaccord. Voilà. Oui, Emma. Oui, alors, je peux le faire après, Emma, je peux le faire. Toute cette confusion me pousse inévitablement vers ma grand-mère. J'ai besoin qu'elle me raconte sa version des faits. Mais bien sûr, on parle ici d'une femme kabyle qui a vécu la guerre et l'immigration, qui a effacé ses tatouages tribaux sur son visage à l'acide en arrivant en France, qui a élevé 8 enfants presque seule, aux côtés d'un mari violent, dans un appartement HLM de 3 pièces. Donc, évidemment, son premier réflexe quand elle me voit arriver avec mon micro, Pour Marine Le Pen, ouais. c'est de penser que je travaille pour le Rassemblement national. Et bien sûr, le seul moment où elle accepte finalement que je l'enregistre, c'est quand elle fait frire du poisson à feu vif. Alors, même si tu t'entends pas avec ta femme, tu la feras pas. C'était moi non plus, enfin cet enfant non plus. Alors moi, non. Moi, j'ai pas le souvenir qui nous frappait. Moi, c'était maman. Pour moi, non. Je me suis déjà battu avec papa, donc il m'a forcément frappé. Hein. Non. Si, moi je te dis que si.
Ils viennent frapper quelqu'un, c'est moi toujours. Oui, je sais. Non, mais attends. Tu t'es toujours interposé, là. Il venait nous frapper? Moi, j'ai pas. Oui, Non, mais tu vois, elle dit oui, elle dit non. Attends, on va lui poser des questions clairement. Oui. Est-ce que quand il était sous, Oui. à part venir te frapper toi, est-ce qu'il venait nous frapper nous? Il voulait. Il voulait, une fois déjà, quand il est rentré, il a été papa, le petit. Qui? Il a jeté. Toi. Il t'a jeté comme ça là, j'étais prêt. Une fois, il a attrapé le Majid. Ah, on était bébés, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est des enfants. Non, On marchait. 3 ans, 4 ans, ouais. Alors, il a laissé lui, il est revenu à moi. On s'est battu. Je me souviens très bien, Emma, Il était violent. du nombre de fois où tu me disais, quand il arrivait, qu'il commençait à crier, tu me disais emmène tes frères et tes sœurs, et je me souviens qu'on se cachait en dessous le lit, que je les emmenais tous et qu'on se mettait en dessous le lit dans la chambre. Salut. Oui, ça va, Agathe. Ça va? Salut. Ça va? Tu changes de visage d'elle? Ouais, ça te va bien? Ouais, super. Enlève ta casquette. Montre ta belle chevelure. Cette scène est douloureuse. Et je me demande ce qui est le plus douloureux d'ailleurs. Entendre que mon grand-père, dans un excès d'alcool, voulait s'en prendre à ses enfants. Ou que mon oncle réalise, à travers ces discussions, pour la première fois, que son père était encore plus violent qu'il ne le pensait. Je réalise aussi que si mes tantes ne gardent pas de souvenirs de violence, c'est peut-être pas juste à cause du déni. C'est peut-être aussi parce que ma mère et ma grand-mère les protégeaient. Et qu'en vieillissant, personne n'a voulu reparler des mauvais souvenirs. Alors oui, il y a des alcooliques, partout. Et après tout, il y a même des alcooliques heureux. Mais j'en reviens à ma question initiale. Pourquoi, lui, l'alcool, le rendait fou? Aujourd'hui, avec les éléments que j'ai, les données que j'ai, je pense qu'il n'était pas heureux à la maison avec ma mère. Parce qu'elle n'était pas assez docile, peut-être parce que elle cachait plein de choses par rapport à ma grande sœur. C'est comme tous les pères algériens, hein. Il aurait voulu que ses enfants se marient avec des Kabyles, ses filles aussi, que l'honneur de la famille était basé aussi surtout par rapport au comportement et au devenir des femmes, et donc de ses filles. Mais il a porté ma mère responsable des actes de ses filles. Nouvelle hypothèse. Ce serait parce qu'il voyait la culture algérienne s'éteindre à petit feu dans son foyer que mon grand-père était violent. C'était quoi les sujets de dispute entre tes parents? Non, ça pouvait être tout. L'argent, les sorties, l'éducation des enfants, tout. Est-ce que toi, t'étais un sujet de dispute pour tes parents? Oui, sûrement, je pense. La culture kabyle, algérienne, musulmane, dans ton enfance, quelle place ça prenait? Moi, je me souviens d'une époque où mon père ne priait pas. Donc, où la religion en elle-même, je pense qu'elle a toujours été pratiquée par ma mère, mais mon père ne priait pas. D'ailleurs, c'était un peu incompatible avec l'alcool, hein, soit dit en passant. Et puis, petit à petit, tout ça a pris de l'importance quand j'ai commencé à grandir. Où là, il faisait valoir la culture d'origine. Et concrètement, c'est quoi? Il t'empêchait de sortir? C'était le contrôle sur toi, sur ton corps? Ça se traduisait comment? Il m'empêchait de sortir, il m'empêchait de maquiller, il m'empêchait de porter des pantalons pattes d'éléphant, il m'empêchait de porter des jupes s'il jugeait qu'elle était trop courte, même quand elle était aux genoux. Enfin bon, il voulait pas que j'ai des copines, je pouvais pas chanter, je pouvais pas parler aux garçons, y compris ceux de la famille. Les gestes étaient épiés, guettés, il fallait pas que je touche quelqu'un, enfin c'était... Je veux bien que mon grand-père puisse avoir été conservateur et traditionnaliste, voire tout simplement misogyne. Surtout à cette époque. Mais à ce point-là... Voilà, ça va clignoter, tu mets comme ça, tu mets la capsule. Il y a de l'eau, moi? Oui, il y a de l'eau. J'allais à l'école, je me disais, pourvu que je rencontre pas quelqu'un de ma classe, un garçon de ma classe, tu vois. C'est-à-dire que je marchais sur un trottoir, mes camarades de classe étaient sur un trottoir, moi j'étais sur un trottoir parce que j'avais peur que mon père... Il t'a pas soulevé quand même. Il m'a pas suivi. T'as pas soulevé, mais... Bien sûr qu'il m'a suivi. Je sais pas. Si. Oh, sûrement. Il m'a déjà suivi dans la rue. Et tu l'as vu? Et tu lui as dit quoi? À l'école, je filais, c'est tout. Elle peut rien dire. T'avais peur, hein? Non, c'est un salaud, hein. C'est un salaud. Moi, je déteste ça, moi, ma soeur. Donc, mais tout ça, c'était pour dire que je meurs. ma mère n'avait pas le choix, d'un côté,
Elle aurait bien voulu vivre une vie tranquille, que je sois musulmane, que je sois une fille... voilà, les traditions, attends, elle m'a suffisamment reproché. Mais comme c'était pas possible... Voilà. Mais elle savait que de toute façon... Et puis je pense qu'au fond d'elle... Non, mais au fond d'elle, elle comprenait aussi que j'avais un besoin de liberté et que c'était pas possible de vivre comme ça. Donc elle m'a protégée, elle a essayé d'être... voilà. Au fil des échanges, certains mots ressortent. Épier, guetter, suivre. Un champ lexical d'agent secret. Qui me laisse penser que cet homme, au-delà de l'alcool, avait un très gros problème de paranoïa. Est-ce qu'il était paranoïaque, ton père ? Oui, il était paranoïaque. Et il était très jaloux de ma mère, il lui faisait des reproches. Ouais, je pense que... T'as des souvenirs précis de ça ? Écoute, je crois qu'elle lui cachait quand elle sortait, par exemple, ou qui... et je crois, j'en suis même certaine, que mon père demandait à ma sœur, à une de mes sœurs, d'espionner ma mère et de lui raconter le soir ce qu'on avait pu faire. Qui elle avait rencontré, avec qui elle avait discuté, mais c'était pas forcément un homme, hein, ça pouvait être aussi des copines dans le jardin. Elles se retrouvaient, les femmes, après l'école, une fois qu'elles avaient récupéré leurs enfants, elles se retrouvaient dans le jardin, on prenait le goûter là-bas, et ils voulaient savoir à qui elle avait parlé, avec qui elle était restée, etc. Est-ce que tu observais ton père ? Tu voyais des choses ? Tu voyais qu'il y avait un problème de maladie mentale ? Est-ce que tu... Moi, je n'ai pas considéré ça comme une sorte de maladie mentale, mais à la fin, quand il frappait plus parce que j'étais suffisamment grande et mes frères aussi, il m'est arrivé de le voir par la fenêtre rentrer du travail. Et effectivement, il parlait tout seul, il bougeait les mains, il s'énervait, mais c'était pas de la maladie mentale. J'ai pensé que c'était qu'il se refaisait des films et qu'il revoyait des choses, qu'il était malheureux et qu'il... J'ai mis ça sur le dos du malheur. Ça y est, elle est terminée déjà ? J'en ai un, moi. Maman, j'ai déjà un café. Ah bon ? Ouais. C'est pas grave. Bon, enfin, en tout cas, c'était une sale époque, une sale enfance, une sale... J'ai élevé les enfants vraiment durement. S'ils le voient jouer, et pourquoi ? S'ils le voient, ils se disputent, et pourquoi ? C'est des enfants. Alors, lui et moi, on est comme ça. Ce que je comprends, c'est que pour un oui ou pour un non, mon grand-père pouvait péter un câble. Que ce soit parce que les enfants jouaient ou parce qu'ils pleuraient, un rien pouvait déclencher sa colère. Imprévisible. Ma grand-mère explique qu'elle était sous tension, qu'elle devait tout faire pour garder ses enfants silencieux et irréprochables. Et si malgré tout ça pétait, elle n'hésitait pas à se battre avec lui pour protéger ses enfants. J'ai 2 enfants, je peux pas. Déjà, il y a son groupe, Louis, j'ai pas qu'ils font quelque chose à mes enfants, à moi. Alors j'ai accepté. Elle dit qu'elle est restée malgré la violence de son mari parce qu'elle avait peur de son groupe. De quel groupe elle parle ? Est-ce que ça aurait un lien avec son rôle de résistant au sein du FLN ? Et si c'est le cas, pourquoi son groupe faisait peur à ma grand-mère ? J'en reviens à cette question. Est-ce que Jean Moulin tapait sa femme et ses enfants ? Plus ça va, plus je comprends qu'il me manque des éléments sur son rôle de résistant en France. Et ma grand-mère ne sait rien de plus. Alors j'ai accepté, une fois que c'est fini la guerre, j'ai dit bon, ça y est, on est tranquille. Et une fois que c'est fini, c'est lui qui boit, voilà. C'est la guerre totale à la maison après. C'est pas pour tout le monde. Enfin, lui, il est parti, il a pris son chose, ça y est, voilà, c'est tout. J'ai dit, si je meurs, attention, vous mettez à côté de lui. Attention, faut pas. Ah non, toute la salle. Attends, tu te retapes pas le... C'est toujours le samedi au début, j'ai dit attention. Au centre de la gouvernance, attention. Pour en savoir plus, je suis retournée poser des questions à ma famille, et pour le coup, c'était plutôt unanime. C'est tout. Je sais pas ce qu'il faisait en fait. Clairement, on est sur un vide spatio-temporel, voire une Stargate verrouillée.
Pour tenter de recoller les morceaux de l'histoire, la petite et la grande, j'ai d'abord cherché sur Internet, avec des mots-clés tels que « Mon grand-père était résistant en France pendant la guerre d'Algérie »,« Il faisait partie du FLN »,« Il était violent, ma grand-mère dit que c'était un salaud », et apparemment, il faisait partie d'un groupe qui faisait peur. C'est comme ça que je suis tombée sur un article universitaire de l'historien Marc André. Il est professeur et spécialiste de la guerre d'Algérie en France. Le titre de son article m'a tout de suite interpellée. Les groupes de choc du FLN, particularité de la guerre d'indépendance algérienne en métropole. Est-ce que ma grand-mère parlait des groupes de choc quand elle disait qu'elle avait peur de son groupe ? En lisant l'article, je découvre en gros que les groupes de choc, c'est des groupes armés qui mènent la révolution algérienne sur le territoire français. Ils ont 2 rôles, surveiller l'immigration algérienne en France et commettre des attentats contre le gouvernement français. Des attentats, c'est quand même violent. Peut-être que c'est ce niveau de violence qui lui aurait laissé des traces psychologiques. Par contre, je lis rien de concret sur le fait que c'était des salauds. Je décide alors de contacter Marc André pour lui poser la question directement. Est-ce que les membres des groupes de choc étaient des salauds ? C'est peut-être comme ça que je vais pouvoir faire le lien entre les groupes de choc et le groupe dont faisait partie mon grand-père. J'ai rencontré, dans un premier temps, des membres de groupes de choc. Et je vais donner un exemple. Un membre de groupe de choc, pour moi, c'était le gentleman. Il m'accueillait toujours bien, il me racontait toute son histoire, mais toujours dans son bureau. Jamais chez lui. Et puis, il est mort. Et une fois qu'il est mort, moi, j'avais pas fini mon histoire. Donc, j'ai cherché s'il avait des enfants. Et j'ai rencontré sa fille. Et sa fille, elle m'a écouté. Moi, je disais, votre père, il est super, il m'a toujours accueilli. Et elle m'a dit, ok, moi, je vais vous dire, mon père, c'est un salopard. Voilà. Et là, je me dis, wow, c'est quoi cette histoire ? Je me demande si pour ma mère aussi, son père était un salaud. J'ai continué d'écouter Marc et j'ai bu ses paroles comme si c'était la première fois qu'on me parlait de la guerre d'Algérie. C'est la seule guerre de décolonisation qui a eu lieu en métropole. C'est pas juste 1 ou 2 attentats. C'est 4000 morts, c'est le chiffre qu'on retient, entre 1955, mais surtout 56 et 62. Décapités, tués, retrouvés dans les rues de Paris, dans les rues de Lyon, etc. C'est ça là, le réel. Et donc, il y a une violence de cette période qui est restée dans l'air et qui a pu rentrer dans l'intimité des familles à travers les générations, par des gestes, par des mots, par des pratiques, etc. En fait, ça révèle tellement de problèmes que bien sûr que le silence s'est imposé, mais le silence, il s'est imposé partout. Il s'est imposé à l'échelle des familles, il s'est imposé à l'échelle du parti en place au pouvoir en Algérie, il s'est imposé à l'échelle de la France. Il y a une guerre, mais il y a 4000 morts, mais on n'arrive pas à la gérer. Et le silence est aussi historiographique. Je veux dire, on n'a pas beaucoup travaillé. Donc moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur cette question et dont je ne cesse de découvrir des particularités, des singularités et d'être interrogé moi-même par ces formes de violence, ces formes de transmission et cette quête. Moi, je fais ma quête, toi, tu fais ta quête. En fait, on se pose une question similaire, c'était quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Qu'est-ce qui fait que toi et moi, on a envie de se parler maintenant et de comprendre ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est bien ce que je questionne. Et je me dis que je suis pas au bout de mes surprises quand ma mère me lâche une bombe en pleine médiation avec Fatma Bouvet de la Maisonneuve. Mon père est allé jusqu'à l'assassinat. Ah, vous voyez, donc c'est énorme. C'est énorme. Et, vous le saviez quand vous étiez petite ? Qu'il avait tué ? J'ai dû l'apprendre à l'adolescence. J'ai dû l'apprendre... Je pense que mon père n'a pas fait ça forcément que par conviction. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'il a été enrôlé de force dans cette mission. Voilà, tout simplement. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Je pense que c'est un homme qui a été gâché, qui a été abîmé, qui a été détruit. Et qu'au départ, c'est un homme qui était gentil, qui était amoureux, qui aimait ses enfants. Un homme normal au départ. Oui, c'est très très difficile aussi d'intégrer l'idée que son père a été un assassin. En off, elle a ajouté que la victime était une femme.
Et là, je me suis dit, dans quoi j'ai mis les pieds ? Si mon grand-père n'était pas un salopard, s'il était finalement un homme bon à la base, pourquoi avoir tué une femme ? Qui tue une femme ? C'est de pire en pire, cette histoire. À suivre.